Bienvenue dans ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, on va parler des catégories de poids en power. Donc déjà, comment choisir sa catégorie de poids, pourquoi et pour quelles raisons vous devriez monter ou descendre de catégorie de poids, et même la manière, si vous voulez descendre de catégorie de poids, comment cut et comment gérer ça, et différentes solutions si vous êtes un peu short niveau poids. Malik vous présentera ça parce que c'est le grand connaisseur. Il a des choses à dire et à raconter ici, qui vous partagera. Bien sûr, si on peut éviter d'arriver à ce point pour les cuttings, c'est pas mal. Mais bon, pour commencer, la première chose que vous devez vous demander, déjà, votre poids sur la balance ne veut rien dire dans le sens où il faut d'abord regarder votre masse musculaire et votre masse graisseuse. À quel point vos muscles sont, on va dire, votre masse musculaire est en maturité ou pas, à quel point elle a mûri ou pas. Parce que ça, c'est très important. C'est ce qui va définir le fait que vous pouviez monter ou descendre. Et en général, on va plus privilégier de monter. Par exemple, vous commencez, vous avez fait juste 1 an de muscu et que derrière vous commencez le power, bah vous aurez plus tendance à monter en catégorie de poids que à descendre. Parce que vous allez continuer à prendre de la masse musculaire même si vous faites du power. Pareil, il faut regarder votre masse graisseuse. Si vous êtes très gras de base, mais vraiment très gras, pas vous avez 30 kg de graisse, j'ai n'importe quoi, là, bah oui, on peut discuter par rapport à ça. Mais il faut se baser d'abord sur ça, ok? Et aussi, il y a un rapport un peu poids-taille qu'on peut prendre en compte. En général, on va plus être dans une caté qui est supérieure à sa taille, par exemple 1,50 m. On va être dans la caté qui va être, on va dire, 52, 57. Et à peu près, on va se mettre dans ça, plus 10 par rapport à sa taille. C'est un peu un indicateur, on va dire. Je suis foutu, je suis foutu. Et aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est comment vous vous sentez. Que vous vous sentez dans vos séances. Si vous vous sentez tout le temps fatigué, si vous récupérez bien de vos séances ou pas, ça joue beaucoup. Est-ce que vous êtes en déficit calorique mais tout le temps? Parce qu'il y en a qui sont en déficit tout le temps, ils prennent pas de poids et ils se forcent des fois à être dans une caté, ils sont en déficit et ils le disent pas à leur coach en plus. Hein, John. Donc voilà, il y a ça à prendre en compte. Si vous vous sentez toujours fatigué, c'est peut-être qu'il y a un souci. Et si vous récupérez tout le temps mal, et bah peut-être monter de catégorie de poids va vous aider tout simplement à mieux récupérer et à avoir plus d'énergie sur vos séances. Donc même John là, il pourra intervenir et dire que ouais, lui il est monté en 74, bah d'un coup il a plus d'énergie et il est plus fort quoi. Il explose ses perfs. John, on veut savoir. John, on veut savoir. Voilà, John, dis-nous. Alors du coup, moi j'étais resté en 66 pendant longtemps quoi du coup. Et le problème c'est que je récupérais très mal en fait, pas très bien. Et parce qu'en fait je mangeais très peu de calories quoi, peut-être 2200. Et là du coup depuis que je suis passé en 74 quoi, quelques mois la récupération elle est meilleure et il y a tout qui est mieux franchement, la récupération, la force, l'énergie, voilà quoi. Tout simplement. Donc ça peut être important à prendre en compte et juste checker si ça va en fait. Parce que vous vous sentez toujours fatigué, c'est pas normal en vrai. Et bien sûr, prenez l'avis de votre coach. Parlez-lui-en, dites-lui si vous vous sentez toujours fatigué, dites-lui si vous voulez monter, etc. Discutez de ça, c'est quand même important parce que ça impactera votre pratique, votre récupération et donc votre progression évidemment. Et aussi, il y a la durée de pratique qui rentre en compte. Évidemment, si vous êtes débutant ou intermédiaire, vraiment débutant, t'as vraiment aucune raison de te restreindre dans une catégorie de poids. Franchement, monte et cut pas pour ta première compétition. L'erreur, c'est de cut pour sa première compétition, même si t'as 2 kilos en plus de la KT, c'est pas grave, reste dans cette catégorie-là, fais ta première compétition parce que t'es dans une période où tu construis. Donc ça sert à rien de cut et de vouloir perdre 3, 4, 5, 10 kilos dès le début, quoi. Donc en plus, ça va te faire ralentir ta progression et à la fin tu vas être frustré parce que tu progresses pas bien, parce que tu te restreins dans une catégorie. Et si tu es athlète confirmé, par exemple, je sais pas, ça fait 5 ans que tu fais du power, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, là tu peux réfléchir aussi en termes de stratégie. Est-ce que un passage dans une caté plus basse, ça te permettra d'avoir une qualification, jouer un podium dans une certaine catégorie, tu vois, une qualification France ou une qualification Europe, peu importe. Ça peut être intéressant de voir ça avec ton coach, vu que ça fait longtemps que tu pratiques et que par définition, si ça fait un moment que tu pratiques, t'as quand même une bonne maturité aussi musculaire. Donc tu peux te permettre de le faire. En tout cas, tu peux plus y réfléchir et y songer sérieusement. Et aussi, tu peux descendre en KT si tu perds pas de force, que t'es déjà assez, on va dire, t'as de la masse graisseuse, tu peux la perdre. Et si tu descends en catégorie de poids, tu perds pas de force et que tu te sens bien, tu peux aussi te permettre de le faire. Donc ça, faut que tu aies de la marge au niveau de la masse graisseuse, parce que si tu es déjà ultra sec, ultra découpé de base, et que tu dis que tu veux descendre de catégorie de poids, honnêtement, c'est compliqué, quoi, parce que tu vas vraiment galérer et tu risques de perdre en force et te dégoûter un peu de la compétition aussi, puisque ça va être galère pour toi. Aussi, il y a l'enjeu. Je vois, si t'es là juste pour le plaisir, te prends pas la tête pour cut. Franchement, t'es là pour prendre du plaisir, faire des compétitions, être content ou contente, ça sert à rien de cut. Vraiment, juste si t'es là pour le plaisir et pas pour être ultra compétitif, reste dans ta catégorie et te prends pas la tête à vouloir faire un cutting, à te mettre du stress, la pression avec ça, surtout si t'es là pour prendre du plaisir. Ça risque, comme je disais, de limiter ton plaisir. Donc c'est pas
sur la balance, c'est pas, tu gagnes pas au change. Tous les différents points que tu dois prendre en compte avant de songer à descendre de catégorie. Mais en général, on va toujours te conseiller de monter en catégorie. C'est rare qu'on va te dire non mais là il faut que tu descendes, tu vois. Finalement, tu peux te poser ces questions-là, ces petites questions que j'ai écrites là. Tu peux te dire dans 6 mois qu'est-ce que je veux avoir accompli, dans un an qu'est-ce que je vise concrètement en compétition, et aussi dans 3 ans je me vois où. Est-ce que dans 3 ans je me vois dans 2 KT supérieures, dans une KT en dessous, ce qui m'étonnerait, mais en général ça va plus être supérieur. Du coup, merci Nour. Déjà, est-ce que Nour, Malik, vous avez déjà monté de catégorie, descendu de catégorie avant que j'interprète l'autre partie? On pourrait, je pense, échanger dessus. C'est assez important. Je pense qu'on a tous fait des mouvements. Moi, j'ai le record de France de celui qui a fait le plus de compétitions, le plus de catégories différentes, puisque il a fait j'ai fait 66, 74, 83, 93 et 105. Ma première compétition, je l'ai fait à 63 kilos et je suis monté jusqu'à 96, 95, 96. Donc j'ai le record de France de celui qui a fait la plus grosse amplitude de poids, quasiment 40 kilos d'amplitude de poids. Vous retrouverez une vidéo de Malik tout petit au squat. Je l'en trouverai avec grand plaisir. À Bourgoin. À Bourgoin-Jallieu, à 137 au squat. Voilà. Deuxième barre de chauffe au bench. Même pas. Même pas. Moi, j'ai fait 52 et 57. C'est-à-dire, au début, j'étais en 52. Après, je suis passée en 57 parce que je me suis dit, ouais, je me restreins trop en 52 vu que je commençais. Et finalement, après, je me suis blessée. Et après avoir fait une saison en 57, et j'ai perdu du poids et je suis retombée autour des 53,5. Donc, je me suis dit, en vrai, autant aller en 52. Et au final, bah, je préfère être en 52 parce que niveau compo corporel, c'est mieux. Et en fait, je gagne aucune performance en étant en 57. C'est-à-dire que j'ai exactement les mêmes performances quand je suis à genre 56 que quand je suis à 51,8, tu vois. Donc, voilà. Moi, quand j'ai commencé, je pesais 103 kilos. Et ma présidente, elle m'a dit, bah, c'est simple, je t'inscris dans 2 mois, un peu plus de 2 mois à la compétition en 93. Tu la fais pas, je te vire. Donc c'est voilà, parti, on commence comme ça. Et du coup, j'ai fait une saison et demie, on va dire. Ouais, une saison et demie. Et je suis passé en 105 un peu rapidement. Mais les performances ont suivi, donc je suis content. Et au moins, je vais pouvoir vous parler de ça. Du coup, la montée et la baisse de catégorie, c'est surtout un passage très délicat. C'est quelque chose qu'on fait pas chaque semaine, qu'on fait pas tous les mois. C'est vraiment des choses très très rares. Du coup, en force athlétique, une montée ou une descente de catégorie impacte la performance, le mental et du coup la relation au corps. Une montée en catégorie, si elle est trop rapide, il y a davantage de gras et du coup moins apprécier son corps. Inversement, il faut descendre aussi trop bas en poids et ne plus se voir, entre guillemets, se voir trop maigre. Il y a plein de facteurs à voir là-dessus. Ce n'est pas que physique, c'est aussi mental. Mal géré, ça coûte de la force. Bien géré, ça peut rapporter beaucoup de force. Et surtout, on va parler plus d'indices. Pourquoi ? Parce que du coup, quand on baisse de catégorie, on n'est pas là pour forcément gagner la force. Au contraire, on sait qu'on va en perdre un peu. Mais le but, c'est de gagner de l'indice. Être le plus fort avec un poids minime pour avoir plus d'indices de GL Points, on va dire. C'est un peu bifurqué, mais c'est pas grave. Les bonnes raisons, du coup, d'une montée de catégorie, c'est vraiment primordial quand on ne cherche pas le haut niveau hors France Open, internationaux, etc. C'est vraiment le bien-être mental. Est-ce que je me sens bien dans ma catégorie ? Est-ce que si j'étais dans une catégorie plus haute, je serais pas plus libre ? Est-ce que j'aurais moins de gras si je descends ? Est-ce que ça me porterait du plaisir ? C'est vraiment des choses où il faut vraiment se poser. Et du coup, ça se trouve, en montant dans une catégorie, j'aurai plus d'énergie à l'entraînement. Du coup, comme John, je vais mieux récupérer et en fait, je vais mieux performer. Et surtout, faire la paix avec son corps. À la base, on fait du sport, c'est pas juste, certes, on aime lever lourd, mais le but même de la musculation, c'est d'apprécier son corps. Est-ce que là, à l'heure actuelle, on apprécie notre corps ? Est-ce que si on monte 2 catégories, j'apprécierais mieux mon corps ? Est-ce que si je baisse ? Ensuite, il faut rappeler aussi qu'on n'est pas obligé de se mettre dans une catégorie fixe. C'est pas grave si tu tournes à 88 à l'année, tu n'es pas obligé de remplir ta catégorie si tu commences la force depuis 1 mois. Et c'est normal, il faut laisser le temps au maximum. Donc, bien sûr, le facteur temps, comme je disais, changer de catégorie demande parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. On voit que Pana a quand même rempli sa catégorie en 4-5 mois. C'est propre, hein. Il reste très propre physiquement. Par contre, comme il l'a dit beaucoup et beaucoup de fois, il sera vraiment mature dans sa catégorie d'ici quelques années. C'est pas parce que tu as 3 mois de bulk, tu as pris 10 kilos de PDC, que tu es directement mature dans ta catégorie. Il faut donc du temps pour retrouver aussi ces sensations. Quand on perd d'une catégorie, ok, je vais perdre du gras, mais est-ce que je vais mieux me sentir dans ma ceinture ?
Parce que du coup, ça se trouve, j'ai moins bien la remplir. Ça se trouve, il va falloir que je la change. Pareil pour les genouillères. Et voilà. Est-ce que je vais mieux me sentir avec la barre dans le squat avec plus ou moins de gras dans le dos? Ça va vraiment changer notre facteur proprioception. Il faut bien savoir que c'est pas parce que tu montes d'une catégorie que tu progresses forcément au terre. Ça se trouve, ça va aussi changer ta façon de levier et réduire ta mobilité. Et du coup, le corps a besoin de temps pour s'adapter, comme je vous l'ai dit. Monter ou descendre n'importe comment, c'est se tirer une balle dans le pied. Si je veux monter ou baisser d'une catégorie, il faut vraiment, comme sur une programmation d'entraînement, avoir un schéma bien précis. Quand est-ce que j'aimerais monter? Pourquoi j'aimerais monter? Et comment je vais le faire avec un plan précis. N'hésitez pas à vous suivre d'une diète. Bonjour Fanny, allez pas loin, je pense. C'est hyper important d'être encadré parce que la diète, il y a tellement de choses importantes. Donc, quand c'est bien géré, là, on va vraiment réduire la prise de gras, parle de la montée de catégorie et maximiser la prise de muscle. C'est vraiment ce que l'on souhaite. Inversement, pour descendre d'une catégorie, on n'est pas obligé de faire qu'un déficit. Si je tourne à 79 et que je descends en 74, on va pouvoir gérer de deux façons. Avec le déficit un petit peu, mais surtout avec le cut et les différents cuts que Malik va parler juste après. Il faut surtout faire ça proprement. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques leviers importants. La progressivité, une nutrition adaptée à votre timing d'entraînement. Ne pas amener tous les glucides le soir alors que vous vous entraînez le matin, tout simplement pour l'énergie. Ça, c'est juste un petit exemple. Du coup, un entraînement cohérent en montée de catégorie, en baisse de catégorie ou dans la même catégorie, tu n'aurais même pas la même programmation. Et ça, c'est obligatoire. Et on doit être au courant de ça. C'est pas arriver un mois avant une compétition et vous me dites « Ah j'ai descendu de catégorie, j'ai perdu 6 kilos » et qu'on ne le sait pas vraiment. Donc, il y a une case sur le Sheets où c'est marqué poids du corps et c'est hyper important de le remplir au minimum une fois par semaine. Ne mentez pas. Hein. Un John qui doit être encore là, ne mentez pas. Et du coup, comme on dit depuis le début, c'est vraiment une vision de long terme. Pourquoi je fais ça? Santé mentale, morale, etc. Mais est-ce que mon but, c'est d'aller aux France? Est-ce que mon but, c'est de kiffer ma pratique? Est-ce que mon but, c'est d'avoir un gros total? Ou est-ce que mon but, c'est d'avoir le meilleur physique possible et en soulevant lourd? Il faut vraiment poser le pour. Moi, je conseille d'écrire ça sur une feuille, vous posez si vous voulez vraiment monter ou descendre d'une catégorie et surtout en discuter. Programmez un appel avec nous. On est toujours ouvert et on aura vraiment un œil externe par rapport à ça. Si vous faites 1m50 en fille et vous pesez 67 kg et vous voulez monter en 76, c'est pas forcément optimal. Et inversement, si vous faites 2m05, vous pesez 83 kg et que demain tu me dis tu veux descendre en 74 pour aller aux France, non. On a plus de gains à monter ou à faire autre chose que de faire ça. Donc, deuxième méthode, le cutting. Le cutting par Malik Lupuo. Bah écoutez, déjà merci à vous, nous au Resami, pour ces belles parties qui font toujours plaisir. Si jamais vous avez des questions, attendez la fin. Comme ça, on pourra poser toutes les questions, on répondra à toutes les questions. Alors, donc, première chose, rush time. Et oui, watch time aussi pour les commentaires. Mettez des commentaires si vous voulez. Pour poser vos questions, on vous répondra avec un énorme plaisir, un immense plaisir. Voilà, deux trucs importants. La première chose, c'est que le cutting n'est quasiment jamais la bonne solution. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui vont volontairement se mettre dans une situation dans laquelle le cutting sera obligatoire en se disant, parce que c'est à la mode, parce que j'ai vu Zopanache le faire, merliche, j'arriverai le jour J, je perdrai 4-5 kilos et je serai fort. En fait, il ne faut pas réfléchir comme ça. Pour moi, le cutting, c'est une option qui s'envisage si jamais on a un poids de corps à l'entraînement auquel on se sent vraiment bien et qu'on est capable d'accepter la perte potentielle de performance due au cut, déjà premièrement, et que ça vaut le coup, hein, que le bénéfice ratio-risque est bon, ou alors, dans un cas où, par exemple, on n'a pas réussi à faire le poids, ou du moins à être proche du poids, parce qu'il y a faire le poids et faire le poids. Hein. Si tu es en 66 et que tu as 66,5 à l'entraînement, c'est faire le poids, quoi. Et donc là, évidemment, le cutting doit s'envisager. Ce que je veux dire par là, c'est que, d'expérience personnelle en tant que coach, mais aussi en tant qu'athlète, il vaut mieux arriver le jour J, ou la veille, même à l'entraînement proche du poids. Donc, par exemple, à l'entraînement, vous êtes en moins de 93 et vous êtes à 92, 93 kilos, eh ben, vous serez plus en forme le jour J, plutôt que d'arriver et de devoir perdre 5-6 kilos dans la semaine. Moi, je vous le dis, ça fonctionne quasiment jamais pour maintenir ses performances. Voilà. Des fois, il vaut mieux être un peu moins performant à l'entraînement, mais au moins ne pas avoir ce stress-là en plus le jour J. Sincèrement, le jour J, on a déjà plein de stress. Alors, si en plus on rajoute ça, voilà. Deuxièmement, le meilleur cutting n'est pas celui à la mode. Je dis ça parce que, alors vous savez pas forcément, nous, Resami, parce que vous êtes des nouveaux en vrai. Moi, je suis arrivé dans le powerlifting il y a 10 ans, en vrai, 10 ans. Et en 2018-2019, c'était vraiment la grosse hype de Pana. 2018 surtout. Parce qu'il venait à peine d'arriver
et il faisait des cuts de bâtard. Et en fait, le truc, c'est que tout le monde, hein, tout le monde copiait son cut. Moi, j'ai vu des gars en sub-junior de genre 15-16 ans qui faisaient des water cuts avec l'eau de sel, genre en mode, ils prenaient beaucoup de sel d'un coup. Après, ils descendaient de sel d'un coup. Ils géraient, bref, ils faisaient des choses de fou furieux. Alors que clairement, à la fin, ils finissaient en sous-performance de dingue. Des fois même, ils avaient des problèmes, genre énormes crampes, je sais pas, enfin des problèmes de santé même qui peuvent être liés derrière. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ces cuts-là, même si c'est les plus sexy parce que ça fait guerrier tout ça, et ben c'est vraiment pas. Non mais c'est vrai, ça fait guerrier quoi. Genre j'ai perdu beaucoup de poids. Dans la réalité, le cut qui fonctionne le mieux, c'est le plus facile à faire. Vraiment, hein, vraiment, c'est le plus facile à faire. Plus votre cut sera facile à faire, et plus vous pourrez performer le jour J. C'est l'objectif quand même à la base. Donc ça, c'est pas compliqué déjà, il faut pouvoir tester avant. Les marqués, il faut tester si possible, c'est réel. Optimalement, on n'arrive pas le jour de la compétition ou la semaine d'avant à se dire, il faut que je fasse un cut, je sais pas comment faire. Optimalement, il faut quand même pouvoir avoir déjà testé sur soi ce qui fonctionnait et avoir des repères. Hein. Avec nous, on l'a vu à ses premiers France, la meuf, elle arrive, son poids... en fait, on voit que clairement, elle ne réagit pas. Même avant, d'ailleurs. Même avant, on voit qu'elle ne réagit pas. En fait, nous, elle ne réagit pas à beaucoup de choses. Elle a beaucoup de rétention d'eau. Et ben, du coup, ça rend la chose beaucoup plus compliquée. Et ça, en fait, quand tu le sais au dernier moment, la vérité, c'est que tu es un peu désemparé devant la situation. Tu te dis, bah merde alors, tu vois. Maintenant, on va parler donc des points sur lesquels le cutting joue. Ok, donc en fait, les points qu'on peut actionner ou désactionner. Là, je parle principalement de ce qui est alimentaire, pas forcément de ce qui est physique. Physique, on en parlera à la fin. Donc, physique, c'est tout ce qui est action concrète dans la réalité, genre sauna, footing, sprints. Là, on parle vraiment de tout ce qui est essentiel sur le cut, surtout. Ok, le cut, donc on va parler de water cut et d'alimentation. On va voir la densité des aliments. Ça paraît con, mais en fait, ça paraît con dans le sens où, genre, si on n'y pense pas, on n'y pense pas. Mais en fait, c'est hyper important. Genre, manger des légumes la veille d'une pesée, et ben, c'est super con. Et je dis ça en mode, il y en a qui le font, il y en a qui se disent oui, je mange light, je mange sain, c'est léger. Oui, mais non. Parce qu'en fait, oui, c'est léger, oui, c'est light, oui, c'est healthy, mais c'est de la flotte, ça se digère, enfin, ça reste dans le ventre, tu vois, ça prend de la place. C'est comme si, par exemple, vous mangez même quelque chose qui gonfle beaucoup, qui prend beaucoup d'eau dans le ventre, bah, derrière, forcément que ça va faire plus de poids. Il faut même se dire que les 3 jours avant, en fait, la digestion, elle prend environ 3 jours. Les 3 jours avant, quasiment tout ce que vous mangez risque de peser sur la balance. Alors après, il y a des techniques. Pour le perdre, évidemment, il y a la digestion. On parle même des fibres. Les fibres, ça joue beaucoup. Mais globalement, vous mangez, par exemple, la veille. Si vous mangez, imaginons, la veille de la pesée, 500 grammes de pâtes, il faut comprendre que ça fera 500 grammes d'aliments en plus dans le ventre. Parce que vous n'avez pas fait caca probablement d'ici là. Donc, ça fera 500 grammes d'aliments en plus. Voilà. Donc, ça fait 500 grammes de poids en plus sur la balance. Et ça, il faut le prendre en compte. Donc, la densité des aliments, ça veut dire des aliments qui sont très riches nutritivement, ou du moins caloriquement. Donc bah là, en fait, ça permet de pouvoir maintenir un certain apport, on va dire, en énergie. Si possible, quand même des choses le plus sain possible et surtout une bonne diversité. Par exemple, on ne va pas tout miser sur un seul aliment. Genre, on ne va pas miser tout sur des M&M's. Ça, je sais, c'est pareil, c'était à la mode, c'est stylé, c'est marrant, c'est bon. Mais si vous mangez que des trucs sucrés, par exemple, des bonbons ou autres, bah, vous allez manquer de lipides. Si vous mangez que des lipides, ça peut être une stratégie, hein, je ne dis pas, vous allez avoir la chiasse, mais vous manquerez de glycogène, par exemple. Vous voyez, donc, il faut réussir à avoir une certaine complémentarité. Et moi-même, ce que je peux dire la vérité, par exemple, moi, pour mon cut des Europes, eh ben, je continuais à traquer mes macros et mes calories, même en full mass. Je faisais mon full mass, je traquais mes lipides, je traquais mes glucides et je traquais mes protéines. Dans le full mass, les protéines, ça se prend quasiment qu'avec de la whey, hein, pour être honnête. Deuxièmement, la rétention d'eau. Ça, c'est hyper important. Hein. On en parlait par rapport à nous, mais en vrai de vrai, même en dehors des spécificités de chacun, la rétention d'eau, elle peut être traître. Souvent, vous allez manger au restaurant. Vous allez manger dans un fast-food. Le lendemain, vous allez faire 2 kilos de plus. Vous allez dire, mais pourquoi je fais 2 kilos de plus? La pizza ou machin, il faisait que même pas 1 kilo, tu vois. C'est la rétention d'eau. Beaucoup de sel, vous prenez de la flotte, et au final, vous êtes beaucoup plus lourd. La créatine, c'est pareil. D'ailleurs, la créatine, bon, c'est intramusculaire, mais pourquoi vous êtes plus lourd quand vous prenez de la créatine? Parce que ça fait de la rétention d'eau intramusculaire, mais quand même de la rétention d'eau. Donc, la rétention d'eau joue beaucoup sur le poids. Dernièrement, comme je l'ai dit, déshydratation. Donc, physique, si besoin, je le marque au deuxième. Mais là, en tout cas, en termes d'alimentation, ça veut dire, on en parlera juste après, il y a des protocoles, des manières de faire pour volontairement
se déshydrater. Ça peut être avec le sel, comme je l'ai dit, mais c'est pas forcément le mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ne serait-ce que votre façon de pouvoir boire les jours avant la compétition, que ce soit en load ou même en deload, eh ben, ça permettra de pouvoir se déshydrater. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, passe pas la sec tout de suite. Il n'y a pas de protocole de cut universel. Chaque cut doit être fait en fonction du cas. Ok. Là, encore une fois, c'est aussi l'importance d'avoir un coach mais en vrai, si vous en avez un aussi qui est spécialisé dedans, c'est top, un nutritionniste. Samy, il a fait des très bons cuts avec son diététicien. Nour, pareil. Moi, en vrai, non. Mais moi, parce que moi, j'ai pas de nutritionniste et diététicien. Voilà. Mais moi, je le gère tout seul par l'habitude. Mais moi, j'ai fait combien 30 compétitions, trucs comme ça. Donc, voilà, moi, c'est différent. Mais ça pour dire que du coup, vous devez apprendre à vous connaître. Et surtout, c'est sur du cas par cas. Pas de copier-coller, encore une fois. Et une chose aussi qui est hyper importante à savoir, ça c'est une donnée essentielle, il faut savoir combien environ vous perdez chaque nuit. Donc ça, même quand vous n'êtes pas en cut, vous savez que vous avez une compétition, essayez d'apprendre, de vous peser le soir et le matin. Une estimation. Parce qu'en fait, l'objectif du cut, c'est pas d'arriver le plus léger possible en général, d'arriver au bon poids, pour ne pas avoir trop à reprendre avec le refeed, pour ne pas avoir trop perdu. Et du coup, ça implique d'arriver, en fait, si possible, à un bon poids et donc de ne pas trop perdre. Hein, genre, Hugo, je crois que toi, tu avais perdu, je ne sais pas combien de kilos, tu avais trop perdu, mais parce que la veille, il voit qu'il est déjà large niveau poids et il arrête de manger quand même. Non, la veille, si la veille, vous êtes large niveau poids, il faut manger assez pour arriver au bon poids. Donc ça, c'est pareil, c'est apprendre à se connaître. Si le premier cut est désastreux, c'est pas grave. Hein. Donc c'est pas sur une compétition importante, c'est pas grave, mais il faut apprendre, ok? Ici, on ne peut pas donner de protocole précis pour des raisons de temps, déjà, parce que comme vous le voyez, j'ai beaucoup de choses à dire, je suis très bavard et je parle beaucoup. Et là, en vrai, j'ai déjà pris le plus de temps de parole alors que je n'ai même pas encore terminé. Mais aussi de densité, ça ferait beaucoup trop d'informations. Et là-dessus, par contre, je serais chaud pour faire, pourquoi pas, un live dessus exprès sur plusieurs protocoles, même si en réalité, je vous dis la vérité, hein, c'est que chaque protocole doit convenir à la personne. Donc, en fait, il n'y a pas de protocole précis, il n'y a que des règles et je vais vous les apprendre, les règles. Donc voilà, tu peux continuer sur la suite. Maintenant, on passe aux règles. Ok. Quelques règles basiques. Donc comme je l'ai dit, le food mass commence environ 3 jours avant. Ok. Ça, c'est une règle qui est modulable, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de rester le plus longtemps possible sur ses habitudes alimentaires. Toujours. Parce qu'un changement d'habitude alimentaire, ça signifie pour votre corps un certain stress, par exemple, et puis des fois aussi simplement un problème digestif, etc. Mais toi, Nour, toi, j'ai pas envie de parler avec toi. C'est bon, tu m'as fatigué avec ton poids là. Bon. En plus, elle rentabilise quoi. Elle fait combien de TikTok et de stories là on va savoir comment ça fait de. Mais pour toi, c'est que ça. Je pense que j'en ai une vingtaine. Hein. Bref. 15, ah ouais. Bref, donc du coup, je disais, le food mass, en général, c'est quand même 3 jours avant. En général, c'est le plus optimal parce que, comme je l'ai dit, ça fout quand même un certain stress. Par exemple, le fait de manger de plus en plus dense, ça va, par exemple, des fois, moi, en tout cas, c'est ce que ça me crée, ça va me créer une sorte de chiasse, quoi. Clairement. Genre en mode, je mange beaucoup de lipides, beaucoup d'aliments bruts, etc. Et après, j'ai mal au ventre. J'ai besoin de manger des choses plus constantes. Enfin, plus consistantes, pardon. Pour, voilà, et d'avoir mes habitudes pour pouvoir être à l'aise sur tout ce qui est gastrique et digestion. Deuxièmement, jouer sur les fibres. Alors, les fibres, je ne vais pas jouer le nutritionniste ou le diététicien. Il y a plusieurs écoles par rapport aux fibres. Moi, ce qui marche chez moi et ce qui a marché chez mes élèves en général, ça a été surtout d'avoir pas mal de fibres, je dirais autour de J-6 à J-3, pour pouvoir justement accélérer le transit. Mais par contre, de les couper très proches, parce qu'il y a un problème avec les fibres, c'est que ça retient l'eau. Donc en fait, si par exemple vous mangez trop de fibres la veille, vous serez plus lourd. Donc c'est assez compliqué. Il y en a qui vont les garder le plus longtemps possible parce qu'ils considèrent que les fibres, ça va justement plus remplir, mais surtout ça va permettre de pouvoir augmenter la fréquence de caca, quoi. La digestion, tout ça. Mais en réalité, moi personnellement, je préfère quand même les couper trop proches pour pas avoir de rétention d'eau trop violente. Mais par contre, à J-6, bombarder sur les fibres, et il y a les frites, sur les fibres, c'est une bonne chose. Après, ça dépend du stress aussi.
pour le transit. Ça dépend du stress aussi. Ah, bien sûr, moi quand je stresse. Et, ouais, et d'ailleurs, vous allez voir, j'ai un hack pour le caca. Juste. Bon, alors, 3. Alors, ça c'est un truc. C'est un peu qui tout double. Couper la créatine 2 gros jours avant. Quand je dis qui tout double, ça veut dire que si jamais vous savez que la créatine, vous faites de la grosse rétention d'eau, et que, en général, en 2 jours, j'en avais regardé avec un ami à moi qui travaille dans le domaine pharmaceutique, etc. Et en fait, la créatine, normalement, en 2 jours, les stocks ne sont pas vidés. Donc, les stocks sont encore pleins, ils sont saturés. Donc, normalement, en 2 jours, vous n'êtes pas censé perdre les bienfaits de la créatine. Par contre, en 2, 3 jours, vous perdez la rétention d'eau, ou du moins une grande partie de la rétention d'eau due à la créatine. Donc, une des stratégies qui a déjà fonctionné chez moi, c'est d'arrêter la créatine 2, 3 jours avant, on va dire 2 gros jours avant. Et en fait, naturellement, vous allez perdre peut-être, allez, pour moi, 1 kilo, on va dire, de rétention d'eau, sans trop perdre les bienfaits de la créatine. Ce qui peut être un vrai plus. Voilà. Numéro 4, couper le sel 2 jours avant. Alors là, il n'y a pas. Écoutez, que vous fassiez un load de sel ou pas, j'en ai absolument rien à foutre. Juste, vous coupez le sel. Il n'y a pas d'excès de sel 2 jours avant, 3 jours avant. Même 3 jours avant, s'il faut, vous coupez. Mais pas d'excès de sel. Parce que je vous jure, hein, il suffit, et ça, il y a quelqu'un qui peut témoigner ici, d'une soupe trop salée et vous perdez tous vos bienfaits en termes de cut. Vraiment, vraiment, je rigole pas. Je suis très sérieux, pas vrai, Nour. Ah bah pour Voilà, elle témoigner, confirme. c'est vrai ça. C'était sur un autre cut. Voilà, c'est pour dire que ça va très vite. Ça va très très vite. Donc le sel, c'est non. Et ça, quand vous faites votre masse, justement, vous devez vérifier les aliments aussi en fonction du sel. Donc food mass, ça veut dire des aliments qui sont denses en calories, si possible qui sont nutritifs. Donc en vrai de vrai, quand je dis nutritif, ça veut dire avec une variété, quoi. Vous pouvez prendre des bonbons, certes, du moins des M&M's par exemple, mais prenez des oléagineux à côté. Ok. Voilà, essentiel. 5e, l'eau de eau. Donc, juste parenthèse, encore une fois, désolé si c'est très long, mais les gars, en vrai de vrai, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est pour ça que j'ai pas fait de protocole, sinon ça aurait été mortel. Il y a beaucoup de choses à dire quand même. Donc, 5e, l'eau de eau. Alors, quand je dis l'eau de eau, là, encore une fois, je ne parle pas de sel, parce que le sel, c'est encore autre chose, et je n'en parle pas volontairement, parce que le sel, dès l'eau de le sel, les gars, jouer avec le sel et tout ça, en fait, c'est hyper dangereux. Vous pouvez vraiment, il y en a qui peuvent en mourir. C'est pas une blague, c'est pas drôle. Voilà, donc vraiment, faut faire gaffe avec ça, et moi, je n'aurais pas de conseils là-dessus. Par contre, par rapport à l'eau, il y a vraiment des techniques là-dessus pour perdre encore plus vite, se déshydrater encore plus vite. C'est tout simple, c'est qu'en fait, on va dire 6, 5, 4. Allez, même si vous êtes un peu foufou, comme moi, même les 2 derniers jours avant la pesée, vous pouvez boire énormément. C'est-à-dire, quand j'ai énormément, c'est-à-dire, moi, par exemple, pour les Europes, je dirais jusqu'à 20 heures avant la compétition, je buvais, vous voyez, un pack d'eau, au moins un par jour. Donc, ça faisait peut-être 12 litres par jour. Voilà. Donc, minimum 12 litres par jour. Je pesais 98 kilos. 9. Parce que si tu bois 12 litres sans apport de sel à côté, t'assumes pas. En vrai, je buvais les 6 bouteilles et des fois, j'en rajoutais encore au robinet pour mes shakers de whey. Donc, je pense que j'étais au moins à 10. Au moins. Avec du sel ou pas? Sans sel. Sans aucun sel. Le boss. Ah, mais pour le coup, je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Et en fait, vous allez remarquer que vous allez faire pipi tout le temps. Ça, c'est normal, c'est logique. Et vu que vous faites pipi tout le temps, vous allez activer justement ce mécanisme-là dans votre corps de très vite, on va dire, épurer, très vite éjecter l'eau. Et lorsque vous allez arrêter de boire, donc ça c'est couper l'eau numéro 6, lorsque vous allez arrêter de boire environ, au début moi j'aime bien prendre de la marge, donc 20 heures avant, et bien en général, vous allez continuer à faire pipi, même si vous arrêtez de boire, je dirais durant les 10 heures qui suivent, quoi. Et en fait, du coup, c'est là que vous allez vraiment perdre énormément de poids. Et même ce qui est intéressant, et c'est là où ça devient vraiment intéressant par rapport à ça, c'est qu'au début, vous allez boire beaucoup et vous allez prendre du poids. Moi, quand ça fonctionne bien, je le vois tout de suite parce que même le dernier jour, je continue à boire énormément, genre 10 litres, mais mon poids, il commence à se stabiliser, voire légèrement baisser. Là, je sais que c'est que mon corps, il fonctionne fois 1000. Et donc là, en vrai de vrai, la réalité, c'est que si j'arrête de boire, je perds 3 kilos quasiment dans la nuit par rapport à mon poids de départ. Parce que je fais pipi, 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 pipi. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui fonctionne. Évidemment, c'est proportionnel.
Si vous faites 66 kilos, ou si c'est Nour, qui fait 52 kilos, enfin voilà, 53, 54, allez pas boire des 10 litres. Mais moi, en tout cas, c'est ce que après, moi, je suis un mec qui boit beaucoup de base. De base, en vrai, je bois déjà au moins 4-5 litres par jour. Donc après, je suis un peu biaisé. 7, adapter. C'est pareil, c'est une règle de base, adapter et se peser très régulièrement. Quand vous êtes en cut, la règle, c'est se peser, gérer toutes les 3 à 4 heures, si vraiment vous avez un cut important à faire. Minimum. Et en fait, le truc, c'est que quand vous êtes justement dans cette phase-là où vous coupez l'eau, c'est là où c'est le plus important. Parce que si, par exemple, encore une fois, vous avez coupé l'eau et que vous voyez, genre dans la nuit, ou à un moment donné vous couchez, vous êtes encore trop large, enfin que vous avez perdu trop de poids, il ne faut pas hésiter à reboire un petit peu et manger un petit peu. Principalement des glucides à ce moment-là. Parce que les glucides sera du glycogène pour le lendemain. OK? All right? Bon, c'est pas un protocole précis, mais quand même, vous avez quand même quasiment tous les éléments pour pouvoir en faire le vôtre. Maintenant, juste de petits hacks. Le hack 9, c'est le hack extrême. C'est les médicaments. Oui, le pressing sur Nour. Bah non, c'est pas un pressing méchant. C'est juste en mode, elle a tous les exemples de ce que je dis. Donc en fait, je peux pas m'empêcher, quoi. Bon, hack 9 extrême, médicaments. Ça, je vous le conseille pas, mais ça peut sauver. Il y a des médicaments qui permettent de pouvoir faire caca énormément. Ça déshydrate beaucoup, je vous le rappelle. Donc je vous le conseille pas si vraiment c'est pas nécessaire. Mais ça peut toujours être utile. Hack 8, le matin au réveil, un café, très peu d'eau. Quand je dis très peu d'eau, ça veut dire genre quasiment ça, quoi. Un poil plus, mais avec énormément de café dedans. Genre en mode, vous mettez 2-3 sticks de café dedans. Ça va être dégueulasse. Par contre, moi, je vous le dis, vous allez aller aux toilettes et que vous ayez quelque chose dans le ventre ou pas, vous allez quand même chier un truc. Voilà, ça, je vous le dis, ça c'est obligatoire. Et vous allez aussi réactiver un petit peu le circuit. Et puis tout ça. OK? All right? J'aurais rajouté, attention, Ouais. sur les médicaments, pour avoir la diarrhée, c'est autorisé. Pour aller plus pisser, c'est pas autorisé par la Fédé. Hein. Faut oublier. My bad. Moi, je l'utilise pas de toute façon, mais. Mais pour l'avoir testé, pour aller plus aux toilettes, pour avoir plus la diarrhée, c'est pratique, sachant que je stresse énormément et ça me bloque complètement dès J-3. Donc, ça permet d'être un peu plus tranquille. Et au final, à chaque fois que mes pesées étaient galères, c'était à cause de ça. Donc, je l'ai fait au Monde et ça s'est trop bien passé. Et après, je ne l'avais pas fait aux France FA. Je n'avais pas encore testé, donc c'était un peu galère. Et aux Europes, j'en ai pas eu besoin. Voilà. Bon, bah, moi N'oubliez pas après, l'anti. ça, après, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme chacun le sent, dans le sens où, par exemple, toi, ça te bloque. Moi, quand je stresse, en général, ça m'accélère. Donc, tu vois, c'est un peu voilà, c'est un peu les. Après, attention, il ne faut pas oublier le lentille. Donc, c'est à prendre la veille au matin pour avoir la diarrhée. Il faut prendre le lentille avant la veille au soir. Il ne faut pas prendre ça au dernier moment parce que sinon, au soir, vous allez mourir. Non, mais moi, ça m'avait fait perdre 1 kilo, je crois, sur les France. Mais je l'ai pas fait. J'ai pas pu le faire sur ce cut-là parce que j'étais à 1 heure de la pesée, je pouvais pas. Sinon, ça allait mal se passer au squat, quoi. Je tenais à ma dignité, quand même. Ça. Donc bon, c'est Ouais. intéressant, les laxatifs aussi. Ouais, on dirait pas que Nour envoie son poids la veille de la compétition à 1,2 kg et qui fait tranquille. Je sais pas, j'ai dit à Fanny et tout, t'es sûre ça va le faire? Elle m'a dit oui, ça va le faire. Je fais ok. Je stressais, En fait, hein, le mais. problème, en fait, le problème, tu vois, c'est ce que je disais justement avant, c'est que il y a des cas particuliers qui font vraiment perdre la tête. Bien T'en es sûr. un. C'est pas méchant, mais t'en es un. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. normalement, hein, quand tu es 1 kilo au-dessus, en général, dans la nuit, tu perds. Le matin, tu peux perdre encore un petit peu, mais ça se fait assez facilement. Et toi, en fait, Nour, et ça, moi, je l'ai appris. En fait, c'est à chaque cut que tu as fait, c'est toujours été un peu compliqué. Parce qu'en fait, tu fais énormément de rétention d'eau. Et dès que tu es stressé, il n'y a plus rien qui. Voilà. Et en fait, du coup, ça devient hyper compliqué. Ça devient hyper compliqué. Et en vrai, moi, je pense honnêtement, le meilleur moyen pour toi de performer le jour J, c'est de t'entraîner au poids de pesée, hein, en vrai de Ouais, vrai. mais Hein. c'est ce qui était prévu. Mais une semaine avant, j'ai pris Oui. 1 kilo. Bam. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tous les cas, je pense que c'est vraiment le meilleur, enfin, c'est le seul moyen, parce que Ouais. sinon, en fait, tu vas juste devenir folle. Parce que là, ça va te répéter. Hein. Ça va recommencer comme ça. Il n'y a pas d'autre choix. Mais de toute façon, moi, Nour, une fois, quand je la coachais, que je gérais son cut sur une des premières compétitions qu'elle faisait, elle avait beau faire du cardio, machin, avec des vêtements, tout ça, arrêter de boire, bref, en mode, c'est pire que le ramadan, quoi. C'est ramadan, mais machin, chaud. Elle perdait quasiment pas de poids parce que la rétention était trop hardcore.
Et en fait, honnêtement, c'est compliqué. Et c'est des cas qui sont très, très exceptionnels. Moi, j'ai coaché beaucoup de personnes et j'ai fait beaucoup de cuts. Et en vrai, t'es peut-être la personne chez qui c'est plus flagrant, genre vraiment. Et pourtant, j'en ai vu des gens faire des cuts, hein. Mais t'es la personne vraiment qui me choque le plus là-dessus. Genre, c'est presque physiquement, en fait, physiquement même, c'est très, très, très surprenant, quoi. Ouais, Ça, et ce que j'aimerais ajouter, c'est que pour que je perde de l'eau, pour transpirer, il faut que je sois en zone 3, zone 4. Sinon, je perds pas. C'est normal. Quand tu as déjà épuisé toute ton eau et que tu fais de la rétention d'eau, tu es obligé de monter très très haut. Exact. Mais la prochaine fois, tu prendras un hôtel avec un sauna. Ah En vrai, ouais, tu veux pas ouais. acheter un sauna personnel? C'est un petit que tu transportes? Je pourrais. Mais de toute façon, là, mon objectif, ça va être de descendre autour des 52, 51 à terme. Mais pour de Nous, on vrai, et France de me Jus. stabiliser, quoi. euh, Nous, on France Jus. Les gars, je suis à 54. C'est Non, non, demain. Bon, non. moi, vous avez vu, si nous, on a pu être au poids, c'est que c'est possible pour tout le monde. Voilà. Ouais, Moi, on peut le voilà. savoir. C'est dans le mental. Voilà. Bon, ceci étant dit, là, c'était les règles en termes de nutrition. On va passer maintenant aux règles physiques. Pour ce qui est du physique, il est à utiliser en fond des méthodes douces, donc douce, c'est tout ce qui est nutrition, sur les gros cuts. Pardon, je recommence. Il est à utiliser en fond pour les méthodes douces. Donc, méthode douce, c'est tout ce qui est augmenter le chauffage la nuit, mettre des vêtements, etc. Ça, c'est les méthodes douces. Des méthodes qui ne demandent pas, pour moi, les méthodes douces, c'est des méthodes qui ne demandent pas un effort physique. OK? Ou quelque chose qui pourrait, genre, vraiment beaucoup te fatiguer. Ça fatigue de dormir avec un chauffage haut, ça fatigue de dormir avec deux couettes, mais c'est pas non plus au stade de faire un sprint ou d'aller dans un sauna en étant déshydraté. Parce que aller dans un sauna en étant déshydraté, c'est pas simple du tout. OK? Et les méthodes dures, donc tout ce qui est bain chaud, sauna, tout ça, machin, ou même cardio, c'est à utiliser peu de temps avant la pesée, donc pas la veille. Ok, genre, vous n'allez pas faire un sauna la veille de la pesée, c'est de la folie, c'est sans se réveillant. Avec des protocoles précis, c'est-à-dire, il ne faut pas faire ça en mode OSEF, il faut essayer d'être précis, et surtout, si possible, accompagné. Alors, sprinter, c'est une chose, mais par exemple, hors blague, je suis très sérieux. Moi, qui, par exemple, pour mon dernier cut, était en déshydratation, enfin, j'avais pas bu depuis 20 heures. Ça faisait 20 heures que j'avais pas bu d'eau. J'avais déjà fait plusieurs douches brûlantes. J'avais dormi avec 3 couches de vêtements, avec le chauffage à fond, etc. Et j'ai dû aller me taper un sauna pour perdre 2 kilos supplémentaires. Je vous le dis clairement, ça, si vous ne le faites pas accompagner, vous pouvez littéralement mourir. Mais c'est pas une blague, hein. Vous pouvez vraiment littéralement mourir. Moi, personnellement, j'avais le cœur qui battait très fort. J'avais du mal à marcher. J'étais pas du tout dans un état qu'on pourrait qualifier de sportif, quoi. Donc, il faut éviter de faire ça seul. Parce que moi, en vrai, j'ai réussi à le faire, entre guillemets, sans aide, même s'il y a quelqu'un qui m'accompagnait. Mais des gens qui perdent connaissance, qui finissent à l'hôpital, etc., c'est beaucoup plus fréquent que ce qu'on croit. Donc, c'est pour ça, ne faites pas n'importe quoi. C'est pas une blague. Si vraiment vous n'êtes pas accompagné, vous devez faire ça, et que c'est une compétition qui n'est pas si importante que ça, vaut mieux abandonner que finir à l'hôpital. Parce que Pana, on parle de Pana, mais Pana, il a déjà fini à l'hôpital en 2019 pour un cut. Voilà. Donc, je vous le rappelle, Pana a fini à l'hôpital en 2019 parce qu'il était malade et qu'il a fait un cut par-dessus très violent. Il a fini à l'hôpital et c'est pas drôle. Okay, donc, ça peut vraiment mal finir. Et même, il y a des gens qui vraiment en meurent, quoi. Donc, voilà. Donc, maintenant, pour les règles de base, à noter, il y a un protocole rapide que je vais vous faire à l'oral. Donc, comme j'ai dit, vous avez les méthodes douces. Les méthodes douces, ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, tout ce qui est chauffage, vêtements, etc. Ça, si vous voyez le soir que vous êtes encore un peu haut, ou vous voulez simplement être chill, vous pouvez mettre le chauffage plus fort. Évidemment, l'hiver, c'est plus dur, et quand vous êtes dans des pays froids, c'est encore plus dur. Mais l'été, par contre, moi, je sais que quand je fais des compétitions l'été, en vrai de vrai, le cut, il se fait tout seul, vraiment tout seul. Voilà. Vous pouvez évidemment vous habiller chaudement, etc. Ça va pas être un miracle, mais d'expérience, on peut gagner 300, 400 grammes, allez, 500 grammes même sur la nuit, juste en faisant ça. Et sur des cuts qui sont difficiles, 500 grammes, ça sauve quand même pas mal d'avis. Maintenant, pour les méthodes dures, encore une fois, c'est le matin. Vous pouvez vous lever plus tôt, ça c'est hyper important, mais pas non plus au point où en fait vous allez le faire beaucoup trop tôt et attendre dans une situation de déshydratation extrême. À ce moment-là, vous avez des protocoles. Alors, le plus simple, pour ceux qui n'ont pas de sauna ou qui n'ont pas même de baignoire, c'est les douches chaudes,
mais le protocole, il est suivant. Vous allez prendre une douche le plus chaud possible, mais avant ça, vous allez allumer la douche. Ok? Vous rentrez, vous fermez les fenêtres ou les portes, vous mettez la douche sur le plus chaud possible. Dès que c'est chaud, vous laissez un peu l'eau chaude, etc., s'évaporer pour que ça devienne très chaud. Ensuite, vous diminuez l'eau chaude pour rentrer dessous, ok, mais quand même assez chaud pour pouvoir commencer à monter la chaleur. C'est pas là que vous allez perdre le plus de poids. C'est hyper important. C'est pas là que vous allez perdre le plus de poids. À ce moment-là, juste vous montez la chaleur corporelle et vous pouvez aussi profiter pour chill un peu sous la douche. Une fois que ça c'est fait, vous coupez l'eau, mais attention, vous ne sortez pas et vous n'ouvrez pas les fenêtres et la porte. Vous restez dans la salle de bain. Vous allez vous couvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, Ouais, on y a voit. rien. Les saunas artisanales. Ok, bon, justement, vous allez vous couvrir avec des serviettes, des peignoirs, si possible des vêtements dont vous vous en foutez, mais le plus possible vous couvrir sans trop vous sécher. L'objectif, c'est que maintenant la chaleur corporelle que vous avez, elle serve justement, avec les vêtements, à vous faire transpirer. Je répète, hein, la première étape, c'est juste faire monter la température corporelle. La deuxième, c'est la retenir et transpirer. Là, vous allez rester là 10-15 minutes. Et en 10-15 minutes, normalement, vous vous séchez, vous sortez, vous attendez encore un petit peu pour bien finir de transpirer. Et en général, vous perdez 400-500 grammes. Voilà. Faites ça autant de fois qu'il le faut s'il y a besoin. Si vous pouvez, bain chaud, en fait, vous rentrez dans le bain chaud. Et c'est pareil, c'est que dès que vous sortez du bain chaud, au bout de 5-10 minutes, 15 minutes max, on va dire 10 minutes, en vrai, c'est grand max même. Et vous sortez, pareil, vous recouvrez. Vous vous recouvrez et l'objectif, c'est de là de transpirer. Le sauna, en vrai de vrai, la réalité, c'est que c'est aussi à peu près similaire, sauf que vous allez commencer à transpirer dans le sauna. Ça va aller beaucoup plus vite, parce que dès le sauna, vous allez commencer à transpirer. Et dès que vous sortez, tout de suite, pareil, hein, vous vous couvrez et vous attendez 10 minutes, au moins pour finir de transpirer. Vous vous séchez, vous vous pesez. Là, vous allez voir combien vous avez perdu et vous répétez le protocole si besoin. Voilà. Encore une fois, c'est important de ne pas trop faire durer la période où vous êtes soumis au chaud. Vaut mieux des petites périodes répétées que des grosses périodes. Parce que des grosses périodes, c'est un risque de, en fait, simplement de tomber dans les pommes, de s'évanouir, d'aller mal, etc. Il faut récupérer. Quand vous êtes déshydraté dans le chaud, votre cœur, il bat énormément. Et pour l'avoir vécu, c'est vraiment pas agréable. Pour le cardio, je n'en ai pas parlé, mais le cardio, ça pour moi, c'est vraiment la méthode finale. En mode, le cardio, si vous pouvez l'éviter, évitez-le parce que ça fatigue et que c'est vraiment pas utile, vraiment. En fait, c'est utile si vraiment vous n'avez aucune autre solution. Pour moi, le cardio, c'est le moment où vous arrivez à la pesée, vous n'êtes pas au point, vous n'avez pas le choix. Voilà. C'est la seule raison pour laquelle faire du cardio peut être important. Ou alors, si par exemple, vous voyez que vous ne perdez pas de poids avec les autres méthodes. C'est ce qui est arrivé à Nour sur sa première compétition où on a dû faire un cut, et que rien ne marchait. Toi aussi, bon, Nour, je vais vraiment, tu prends chier à mon truc là, c'est horrible, désolé. Mais Nour, aussi, le premier cut qu'elle a fait, pourquoi elle a dû faire ça? Parce que sa famille dormait à côté, qu'il était 6h du matin, et qu'elle ne pouvait pas genre, passer 2 heures sous la douche, à être là avec des vêtements, enfin bref, c'était pas possible. Du coup, elle faisait du cardio en silence dans sa chambre. Pour l'anecdote, c'était ma putain. deuxième compétition. C'était pas la première, parce que la première, j'étais à 50. Enfin, voilà, j'étais large. Et là, c'était vraiment une galère. J'étais à 5h du matin en train de faire des burpees et tout. Ça marchait pas. Je voyais, je perdais pas. Et j'ai lâché l'affaire et j'ai pas été au poids. J'étais à 50,8 et 52,8 le matin et j'ai pas perdu de poids avec les burpees. Donc, vu que c'était une compétition régionale et que c'était pas les France ou quoi, je me suis dit, ça y est, je vais pas aller faire du cardio, courir dehors et tout, et pas profiter de mon wifi. Je me suis dit, c'est bon, laisse tomber. Je fais en 57, et voilà, du coup, j'ai fait la compète en 57. Mais après, il faut savoir que j'ai encore galéré pour les cuts des France. Et c'est pour ça que je suis passée en 57, parce que j'ai trop galéré. Je me suis dit, non, c'est bon et tout. Surtout que j'étais sur ma première saison en power, donc je me suis dit, vas-y, je fais les France et je monte en 57. Et j'essaie de choper ma qualif en 57. Mais après, je me suis blessée, donc j'ai pas pu faire de compétition sur cette saison-là. Mais ouais, c'était pareil pour les France, c'était compliqué aussi. Enfin, j'étais pile au poids la veille. La veille, j'étais à 52,00. Donc le water cut, il avait bien fonctionné. Et en fait, Malik, il me regarde et tout. C'était la période du ramadan pour l'anecdote. Il me regarde et tout ça. Il me dit, ouais, en vrai, t'es à 51,8. Tu sais, je pense que tu peux manger. Genre, tu peux boire un petit truc. Tu peux boire un petit truc, vu que ça fait longtemps que t'as pas mangé. T'es en full masse depuis je sais pas combien de temps. Et du coup, on était invité chez une personne qui était sur la route pour aller au lieu des France.
Et là, ils servent une soupe, mais une soupe, vous savez, les soupes rebeux salées, tout ça. Il me dit, vas-y, en vrai, tu peux boire cette soupe, en vrai, je pense que ça passe. Genre, juste, tu manges ça. Et je bois cette soupe, je vais de nouveau me peser. Et normalement, j'étais censée prendre genre 300, 500 grammes max. Et je me pèse, je suis à 53,5. Voilà, j'ai fait cette... Mais en fait, c'est que Voilà. pour vous compreniez tout ça, nous, en fait, c'est tellement surréaliste que, en fait, personne ne pourrait y croire. En fait, c'est simple. Écoutez, je vais vous dire un truc. Elle n'a pas bu à côté. Elle a bu une soupe. Elle devait faire genre 400 grammes à tout, vraiment 400 grammes max. Et physiquement, je ne sais pas comment c'est possible. Elle l'a bu et elle a pris plus de poids que ce qu'elle a bu. Et ça, 3 fois. en fait, c'est presque surréaliste. C'est-à-dire que je vous jure que si j'avais pas vu les propres yeux, je l'avais pas vu, je l'aurais pas cru. Genre, c'est surréaliste. Enfin bref. Bon, ceci étant dit, là, on a parlé de tout ça. Je pourrais parler du refeed, mais les gars, on va peut-être arrêter là parce que. Écoutez, merci d'avoir regardé ce webinaire. Et n'hésitez pas à commenter si vous voulez. Et on vous répondra avec grand plaisir. Et du coup, bah, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain. Allez, ciao! Et Ciao. d'ailleurs, bonne Bisous, bisous, soirée. bisous, bisous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous envoyer un DM sur Telegram et on vous y répondra avec plaisir.